messieurs, bonsoir. Le journal édition de 20h, voici les titres. Concertation autour de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. L'État et le secteur privé font le point sur les projets publics, l'implication du patronat sénégalais et les mesures à prendre pour accélérer le processus. Tout sur la rencontre qui s'est tenue ce matin dans cette édition. Et puis, Dakar est à l'honneur. Le Conseil des ministres décentralisé se tient la semaine prochaine dans la capitale sénégalaise. Un rendez-vous spécial pour la région avec ses 4 grands départements, Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Pikine, ou l'une des villes les plus bouillonnantes avec ses 1,5 million d'habitants sur 95 km². Nous entamons ce soir une série de reportages sur la région qui accueille le quart de la population sénégalaise. Insomnie quand tu nous empêches de dormir, que faire? Plusieurs attitudes sont recommandées par les spécialistes, mais attention à l'automédication face à ce trouble qui peut cacher bien des problèmes de santé et des problèmes beaucoup plus sérieux. L'insomnie à la loupe ce soir dans la rubrique santé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec le communiqué du Conseil des ministres, lecture avec Oumar Diawa. Le Conseil des ministres est réuni le mercredi 13 juillet 2016 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations et ses vœux de bonheur à la Oumma islamique, en particulier à la communauté musulmane du Sénégal, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Il a formulé à cette occasion ses prières ferventes pour la consolidation de la concorde nationale, de la paix pour un Sénégal prospère et émergent. Évoquant les performances économiques réalisées par notre pays, le chef de l'État a mis en évidence, en s'en félicitant, les projections qui placent le Sénégal au 3e rang des pays d'Afrique qui auront les croissances les plus fortes au cours des 2 prochaines années et 10e au rang mondial. Il a également félicité le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et le ministre du Budget en particulier. Il les a en outre exhortés à travailler davantage pour maintenir le cap sur ces bonnes performances économiques. Abordant le renforcement des actions de prévention et de lutte contre la drogue, le président de la République, tout en magnifiant le travail remarquable réalisé par les forces de défense et de sécurité, demande au gouvernement, au-delà de la répression exemplaire du trafic et de l'usage des stupéfiants, de développer une campagne de communication ciblée sur les jeunes et de réviser le cadre juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la drogue en vue d'une meilleure coordination des actions des acteurs publics et communautaires impliqués. En outre, le chef de l'État invite le gouvernement à renforcer les ressources humaines, logistiques et financières des structures sanitaires spécialisées dans le traitement des toxicomanes ainsi que la prise en charge des malades mentaux qui doivent disposer d'un suivi médical et social approprié. Dans cette dynamique, le président de la République indique au gouvernement l'impératif d'adopter fin septembre 2016 un plan national de lutte contre la drogue qui est un axe prioritaire de notre stratégie de sécurité intérieure. Abordant par ailleurs la place primordiale des activités de vacances dans la vie sociale, le chef de l'État demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires en relation avec, d'une part, l'organisme national de coordination des activités de vacances ONCAV, en vue d'assurer sur l'ensemble du territoire national un déroulement normal de toutes les compétitions et prestations prévues lors de la saison navétane 2016 et d'autre part le Conseil national de la jeunesse CNJ. À ce titre, le président de la République invite le Premier ministre à veiller à la bonne mise en œuvre du programme national des vacances républicaines 2016 en accordant une attention particulière au plaidoyer pour une culture de non-violence dans les stades et aires de jeu, ainsi qu'au raffermissement du sens civique et patriotique autour des actions communautaires et citoyennes. Il lui demande également de veiller à la réhabilitation des collectivités éducatives afin de permettre aux jeunes Sénégalais de renforcer leur formation civique et de découvrir davantage leur pays, notamment ses sites culturels et touristiques. Poursuivant sa communication autour de la promotion du tourisme intérieur, et en vue d'asseoir la relance du secteur, le chef de l'État invite le gouvernement, en rapport avec les acteurs concernés, à mettre en œuvre un programme spécial de promotion de l'accès de la clientèle nationale aux infrastructures hôtelières et touristiques à travers des tarifs incitatifs. Concluant sur ce point, le chef de l'État invite le Premier ministre à finaliser dans les meilleurs délais le processus de préparation du prochain Conseil présidentiel sur le tourisme. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération
en informant le Conseil de sa participation du 16 au 18 juillet 2016 à Kigali, au Rwanda, au comité d'orientation du NEPAD et au 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il a également fait part au Conseil qu'il présidera prochainement la cérémonie officielle de remise du drapeau national à la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques de Rio 2016. Le Premier ministre a également axé sa communication autour des performances économiques du pays, récemment mises en évidence dans une publication du Fonds monétaire international World Outlook d'avril 2016, avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte de l'état de préparation de la campagne agricole 2016-2017. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a rendu compte au Conseil du déroulement de l'opération de retrait des enfants de la rue conduite sous son autorité. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi 98-12 du 2 mars 1998 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. El Hadj Seck Ndiaye Wade, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées DES, en méthode quantitative et modélisation pour l'entreprise, matricule de solde 618-871K, est nommé président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier autonome du Sénégal, FERA, en remplacement de M. Diatourou Ndiaye. M. Cheikh Oumar Gaye, économiste des transports, est nommé directeur des transports routiers au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, en placement de M. El Hadj Seck Ndiaye Wade, appelé à d'autres fonctions. Docteur El Hadj Maguette Seck, médecin titulaire d'un DES en gestion des services de santé, matricule de solde 609-547G, précédemment coordonnateur de la cellule de passation des marchés publics au ministère de la Santé et de l'Action sociale, est nommé directeur du Centre national hospitalier Abbas Ndao, en remplacement de M. Issa Savaré, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Daouda Ndiaye, ingénieur des travaux publics, titulaire d'un diplôme d'ingénieur de conception en génie civil de l'école polytechnique de Thiès, matricule de solde 507-378H, précédemment expert en génie civil du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, est nommé directeur des constructions scolaires du ministère de l'Éducation nationale, en remplacement de M. Ousmane Diop, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. C'est signé Abdoulatif Koulibaly, secrétaire général du gouvernement, assurant l'intérim du ministre, porte-parole du gouvernement. Et donc là, mesdames et messieurs, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Dans ce journal, nous recevons comme invité le directeur général de JIM-UEMOA, M. Blaise Aoun-Tiédé, qui va venir nous parler du salon monétique régional qui s'ouvre demain à Dakar. Nous le retrouverons au cours de cette édition. Concertation État-secteur privé sur la politique économique et sociale du Sénégal. La rencontre a réuni le patronat et le ministère de l'économie et des finances, faire le point sur la mise en œuvre des projets publics, l'implication du privé dans le PSE et les mesures susceptibles d'accélérer le processus. Fanta Badji. Un diagnostic des plus exhaustifs de la contribution du secteur privé dans l'économie nationale. Les services du ministère de l'économie et des finances et les industriels et entrepreneurs sénégalais partagent les mêmes préoccupations. Il faut un climat de confiance entre l'État et le privé national pour l'exécution des politiques publiques. Le Sénégal compte beaucoup sur son secteur privé pour atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent. Dès la phase d'élaboration de cette stratégie, le secteur privé a été très actif et continue à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des projets structurants. L'entreprise plaide pour un État plus entreprenant pour son secteur privé, un État offrant davantage de prestations de qualité à de meilleurs coûts, un État innovant plus et travaillant mieux en symbiose avec son secteur privé, aussi bien
dans l'urgence que dans la prospective. Présence des entreprises sénégalaises dans les marchés nationaux, les entreprises en difficulté, les mesures fiscales, bref, tous les facteurs qui plombent actuellement la compétitivité du privé sénégalais ont été soulevés. Le ministre a rappelé la situation économique actuelle du pays qui serait des plus encourageantes. Amadou Ba est largement revenu sur les réformes engagées par le gouvernement pour lever les contraintes à la croissance que le secteur privé national devrait être amené à porter. Des mesures prises visant la restructuration des entreprises en difficulté, l'assainissement de l'environnement des affaires, l'accompagnement de l'entrepreneuriat à travers notamment la mise en place de structures telles que le FONSIS, le FONGIP et la BNDE. Nous avons mis en place un groupe de travail pour le suivi des organismes publics et privés en difficulté, afin d'identifier leurs contraintes et de proposer des mesures correctrices. Cette concertation initiée par le chef de l'État se veut pérenne. Le cadre sera un espace de dialogue permanent entre gouvernement et secteur privé pour garantir l'atteinte des objectifs de croissance économique. Nous parlons de la troisième phase du programme de mise à niveau dans la région de Ziguinchor. 112 millions ont été répartis entre 8 entreprises. Depuis le début du processus, ce sont plus d'1 milliard de francs CFA qui ont été octroyés aux PME-PMI de la Casamance. Kaltom Gueye. Ces 8 entreprises reçoivent le soutien du bureau de mise à niveau. La structure accompagne les PME et PMI qui ont un potentiel. Cette cérémonie marque la troisième phase des financements ici en Casamance et le travail déjà accompli est remarquable. 25 entreprises qui ont été accompagnées, plus d'1 milliard d'investissements qui vont être réalisés, 200 à 250 emplois qui vont être créés, 400 à 450 millions de primes qui vont être octroyées, et c'est déjà une bonne réussite. Avec cet instrument de relance et d'essor des activités économiques, les entreprises locales vont aussi contribuer à leur façon au retour de la paix en Casamance. À travers ces primes, l'État récompense donc l'effort d'investissement de l'entreprise, une solution pour le développement économique, et les structures privées ont un rôle à jouer. Pour vous accompagner, vous investisseurs, vous acteurs économiques, pour que nous ayons des entreprises fortes. Des entreprises bien portantes nécessitent un suivi et un soutien sans faille. Avec cette troisième phase, 112 millions de francs CFA sont investis sous forme de primes. À ce rythme, il n'est pas exclu que l'objectif de 75 entreprises pour les 2 prochaines années puisse être largement atteint. Au plan de l'économie locale, l'économie régionale, je pense que l'impact en termes de résultats quantitatifs et qualitatifs sera aussi au rendez-vous. Pour les bénéficiaires, cet apport ne peut être que bénéfique. On était déjà en train de s'autofinancer et comme programme tel le bureau de mise à niveau viennent comme ça en appoint, ça ne fait qu'en plus quoi. Et donc ça ne fait qu'accélérer les investissements. Et c'est là l'objectif du programme de mise à niveau. Ici en Casamance, une forte adhésion des opérateurs économiques est notée. Ils sont conscients de l'importance de l'accompagnement du bureau de mise à niveau pour le développement des entreprises de la région. Elle attend de tous ses voeux la mise en branle du plan de relance. Aux arrêts depuis plusieurs mois, la Suneor de Ziguinchor espère retrouver sa place dans l'économie de la dite région. C'est l'usine qui fait travailler le plus de monde à Ziguinchor et la visite du directeur général de la Société nationale donne des gages. Salut Sek. L'usine Suneor se dresse majestueusement au cœur de la ville de Ziguinchor, au quartier Escale. Depuis quelque temps, ce fleuron de l'industrie sénégalaise est en arrêt et pourtant il joue un rôle important pour le développement économique de la région. Tout le monde est unanime pour dire que une Suneor en pleine activité, comme on l'a connu du temps de Sonacos, c'est quand même un outil qui est important pour l'activité économique et sociale de la Casamance. Relancer les activités de cette infrastructure devient dès lors une nécessité. C'est dans cette dynamique que le directeur général est venu annoncer un plan de relance et de modernisation de la Suneor. Un plan déjà ficelé dans un document transmis au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour validation. Dans ce document, donc, nous avons
traiter des sujets de restructuration et de relance de SUNEO. Si ce document est appliqué, d'ici 2 ans, 3 ans, on aura une SUNEO au standard de Sonacos que vous avez connu et, comme vous l'avez dit, qui était le poumon économique de la région naturelle de Casamance. Le manque de matières premières est aussi un des aspects des difficultés que sont confrontées les unités industrielles de la SUNOOR, une problématique que la nouvelle direction s'engage à résoudre. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir l'argent disponible, en attendant que l'État organise les règles de la concurrence pour qu'il y ait une concurrence saine, de telle sorte que nous puissions avoir le maximum de graines collectées. Mais tout ça, prions Dieu pour avoir un bon hivernage et une bonne récolte d'arachide. Dans le même élan, le directeur général de la SUNOOR a rencontré les différents acteurs, les opérateurs économiques, les travailleurs, entre autres. Des rencontres d'échange sur le plan de relance et de modernisation des unités industrielles de la SUNOOR. Reparlons du suivi de la campagne agricole avec la tournée du ministre de l'Agriculture dans le bassin arachidier. Dernière étape, Kaolack, à Keur Madiabel et Wack Ngouna. Le ministre a porté une oreille haute, attentive aux doléances des producteurs. Ces derniers ont tout de même magnifié le bon déroulement de la campagne Pendamowa. Après la capitale du Ndoukoumane, le patron de l'agriculture sénégalaise s'est rendu à Kaolack, précisément à Keur Madiabel et Wack Ngouna, zone de culture d'arachide par excellence. Sur place, la tutelle a prêté une oreille attentive aux doléances des producteurs qui n'ont pas manqué tout de même de magnifier les efforts du gouvernement pour cette présente campagne. Nous apprécions la cession des semences, la mise en place effectivement des intrants et nous réconfortons effectivement les fournisseurs d'aller plus vite pour le dépôt effectivement de triple 15. Donc nous félicitons le ministre d'avoir effectivement effectué cette tournée, lui permettant de vivre concrètement ce qui s'est passé sur le terrain. S'adressant aux acteurs, le ministre a tenu à apporter quelques précisions pour la bonne marche du secteur agricole, mais surtout pour l'intérêt des vrais producteurs. Dorénavant, pour être gros producteur, il faut passer par la direction régionale du développement rural, qui fait un tri en fonction de critères précis qui ont été fixés. Mais une fois que la direction régionale du développement rural agrée un producteur, on sera fondé, nous, au niveau du ministère, à pouvoir le considérer comme gros producteur. Et durant la campagne aussi, il y aura un suivi de ces gros producteurs pour être sûr et certain que ce sont de vrais producteurs et non de faux vrais gros producteurs. Parce que ces faux producteurs ne vont pas dans le sens de la rationalisation de ce qui est fait aujourd'hui par l'État pour renforcer la filière arachidière sénégalaise et de manière générale l'agriculture de notre pays. Il faut bâtir une agriculture forte en considérant que la transparence et l'équité sont des valeurs à sauvegarder si nous voulons véritablement l'excellence. Et c'est ce que nous essayons de faire. Une démarche bien accueillie et appréciée par l'ensemble des acteurs de la filière. Nous sommes vraiment en phase avec ces décisions qui permettra de bien identifier les vrais producteurs. C'est une bonne chose et les bénéfices iront directement chez les agriculteurs. Nous remercions le président de la République pour les efforts consentis dans l'agriculture. Nous sommes d'accord sur la démarche du ministre en se débarrassant des faux gros producteurs. C'est notre combat depuis des années. Producteur à Wack Ngouna, il faut que l'argent de l'agriculture soit investi dans le secteur. Nous sommes vraiment en phase avec la démarche du ministre. C'est ainsi que le ministre a pris congé de ses hôtes tout en rassurant les producteurs de la volonté de l'État de faire de l'agriculture un secteur porteur de croissance. Et puis l'engrais prévu pour cette campagne agricole est déjà disponible. Aucun retard ne sera noté dans la mise en place qui se fera par une planification selon le cycle pluviométrique. Assurance du ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, que voici au micro de Pendamowa. À l'heure actuelle, compte tenu du cycle végétatif, que nous avons un retard en ce qui concerne l'engrais.
il y a un problème de programmation. Comme vous le savez, on commence par les régions où la pluviométrie est plus ou moins précoce, la pluie est précoce, et ensuite on revient vers ces zones. À l'heure actuelle, dans le cadre de cette programmation, nous sommes au niveau de Kaffrine. On va progresser pour venir dans cette zone et tout va rentrer dans les rangs. C'est une question de programmation. On ne peut pas servir l'engrais au même moment à toutes les zones agroécologiques. On fait un tri en fonction des conditions pluviométriques des différentes zones agroécologiques et une programmation s'ensuit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et nous avons rassuré l'ensemble des producteurs comme quoi, dans le cadre de cette programmation, l'engrais sera disponible au plus tard aujourd'hui ou demain. Et les producteurs sont rassurés par rapport à cela. Disponibilité des intrants, distribution des semences, la campagne agricole est bien partie dans le bassin arachidier. L'Institut sénégalais de recherche agricole qui développe à Bambey la semence pré-base d'arachide a reçu une de nos équipes au menu, la question de l'adaptabilité des variétés selon les zones. Le reportage d'Alunia et Kodoussen et Fatou Sakho. Dans le cadre de la reconstitution du capital semencier, l'ISRA s'est lancé depuis 3 ans dans la production de semences en grande quantité. Sur ce site de Bambey, c'est la fin de la saison. Et donc sur ce site, on avait un ensemble de variétés, y compris des nouvelles variétés qui vont être bientôt homologuées. Là, on fait les premiers niveaux qui vont être donc transférés au niveau de l'unité de production de semences pour une production de semences d'arachide. Cette récolte est la dernière avant les premières pluies dans la zone. Ces graines vont passer dans le circuit. Le circuit, c'est quoi? C'est des pré-bases, après des bases et des certifiés. Dans ces différentes variétés, on a différents cycles, des cycles de 75 jours à des cycles de 120 jours, en pensant bien entendu par les cycles de 90 et de 105 jours. Quand vous quittez la région, vous quittez les régions du nord, vous allez vers le sud, vous avez une augmentation de la pluviométrie et de la longueur du cycle. Donc par conséquent, l'ISRA a développé pour chaque zone agroécologique des variétés qui correspondent au cycle de la zone. Ainsi, le Sénégal est découpé en 3 zones agroécologiques qui déterminent la carte variétale. Le nord avec des variétés à cycle court de 90 jours, le centre à cycle moyen de 105 jours et le sud à cycle long de 120 jours. C'est déterminé en fonction de la longueur des pluies. Il faut absolument que ce cadrage soit fait. Le cycle doit correspondre à la durée de l'hivernage dans la zone de recommandation. Le producteur met une variété qui n'est pas adaptée à la zone, soit la production arrive à maturité alors que les pluies continuent d'être enregistrées et du coup on a un mauvais séchage et qui a pour conséquence directe un taux d'aflatoxine élevé, soit la variété n'arrive pas à boucler son cycle. Mais également, il y a les problèmes de maladie qui font que si vous mettez une variété qui n'est pas résistante à une maladie, là où la maladie sévit généralement, vous allez avoir une perte de rendement substantielle qui peut passer d'une perte allant de moins de 200 kg à une perte totale de la production. Compte tenu des prévisions pluviométriques de cette année qui annoncent une installation tardive de l'hivernage, certaines variétés pourraient être utilisées. l'ISRA, de par son rôle d'anticipation sur certains faits, a développé des variétés qui peuvent permettre de régler cette question. Parce que là où on avait généralement une variété de 90 jours, on peut mettre là-bas une variété de 75 jours maintenant. Ce qui va permettre à ce producteur de sécuriser sa production. Avec une agriculture saisonnière dont les rendements sont souvent très instables, la recherche s'est versée depuis 10 ans à développer de nouvelles variétés. Ces variétés, de façon globale, ce qui a été recherché, c'est d'augmenter le calibre des graines en maintenant le niveau de production de gousse. Donc ce qui fait que non seulement on aura une augmentation de rendement, mais du point de vue de la qualité de la production, ce sera encore une plus-value. Ce qui est attendu de façon globale, c'est qu'on va stabiliser de plus en plus la production nationale. Les pics que nous avions observés durant ces dernières années, ou en tout cas durant les périodes sèches, vont de plus en plus être stabilisés quand ces variétés vont se mettre en place. Cultivée dans toutes les zones, l'arachide, qui est une culture commerciale, voire industrielle, occupe plus de la moitié de la production agricole. Elle compte au moins 4 variétés régulièrement exploitées. Le point sur une autre situation. 241 enfants retirés à ce jour de la rue. Ils sont sénégalais et africains de la sous-région. L'État reste toutefois engagé à éradiquer ce fléau. Selon le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, invité de l'émission Le Point, Maria Massa rappelle que les principaux acteurs sont assurés du soutien de l'État.
Lors de la première activité d'accompagnement, c'est-à-dire quand on était au chiffre 204, à la date du 11 juillet 2016, nous avons ciblé, nous avons enregistré donc la présence de 20 maîtres coraniques qui sont venus chercher leurs enfants. Et qui les ont ramenés dans les daras. Et les ont ramenés dans les daras, mais avant de partir, la consigne qu'on a donnée ou l'avertissement, c'était de garder les enfants dans les daras. À la récidive, quoi. Et s'il y avait récidive, donc il y a un autre département ministériel qui se chargerait de l'affaire. C'est quel ministère? C'est l'Intérieur? C'est le ministère de l'Intérieur. Donc ces avertissements-là, nous les avons faits à l'égard des maîtres coraniques et à l'égard des mamans. Et quand on les a reconvoqués pour mettre à leur disposition l'appui du gouvernement du Sénégal, parmi les 20, 15 ont répondu à l'appel. Et sur ces 15-là, 5 ont décidé de rentrer dans leur foyer, de retourner dans leur foyer respectif et de garder les enfants pour mettre à leur disposition cet enseignement. D'accord. Et pour les 5 qui n'ont pas répondu à votre invitation, à votre invite? Je suis sûre qu'ils vont répondre à l'invitation. Peut-être qu'ils ont eu des empêchements, mais nous allons suivre. C'est un processus qui se suit, qui continue. Et parmi les mamans accompagnées, 27 ont été... rapatriés? Pas rapatriés, c'est des Sénégalais. D'accord. Donc les 27, on les a... Vraiment, on leur a tenu ce même discours. Sensibilisés. Et l'aide qu'elles devaient recevoir, elles l'ont reçue. Le point à suivre après ce journal. En prélude au Conseil décentralisé, le Conseil des ministres décentralisé de la région de Dakar, prévu la semaine prochaine, la rédaction démarre une série de reportages relatifs à cette initiative du chef de l'État. Ce soir, nous nous intéressons au découpage administratif de la région. La présentation, le découpage administratif, c'est avec François Sec. Dakar est l'une des 14 régions administratives du Sénégal. Elle est le poumon économique du pays et concentre 80% des entreprises industrielles et commerciales. Elle abrite le port et l'aéroport international. Pourtant, la région de Dakar ne couvre que 550 km², soit 0,28% du territoire national. L'organisation administrative de la région peut être comprise selon 2 schémas. Elle est divisée du point de vue de la déconcentration en 4 départements, Rufisque, Dakar, Guédiawaye et Pikine, 10 arrondissements, 4 dans le département de Dakar, 3 à Rufisque, 3 à Pikine et 1 à Guédiawaye, et 52 communes. Depuis l'acte 3 de la décentralisation, les entités territoriales sont appelées collectivités locales. Le découpage administratif de la région de Dakar fait état de 57 collectivités locales réparties comme suit. 4 villes, Dakar, Rufisque, Guédiawaye et Pikine, un département, Rufisque, et 52 communes. Selon les projections 2016 de l'ANSD, la région de Dakar compte environ 3 500 000 habitants, soit un quart de la population du Sénégal. Sa densité est de 6 056 habitants au kilomètre carré, un dynamisme démographique dû en grande partie à l'exode rural. Son caractère de région capitale fait de Dakar un véritable carrefour grâce à sa forte concentration d'unités industrielles qui polarise 75% des transferts intérieurs de marchandises. En définitive, le poids économique et démographique de Dakar est sans commune mesure avec le reste du pays, ce qui pose la problématique de l'aménagement du territoire. On peut penser qu'elle est la plus grande ville du Sénégal si on se réfère seulement au nombre d'habitants. Près d'1 500 000 personnes se réveillent chaque jour dans ce département de Dakar, créé en 1952. Pikine s'étend sur une superficie de 95 km². L'économie est marquée par un secteur informel en pleine expansion. Toutefois, en termes d'infrastructure, il y a encore des choses à faire. Pikini, terme wolof signifiant le néant, qui a donné son nom à la localité, est assez évocateur pour saisir l'historique de Pikine. Créé pour régler une question ponctuelle liée au relogement des habitants de Médina face Gueule Tapée, Ouagouniaï et ceux issus de l'exode rural,
Pékin a connu en un demi-siècle d'existence un boom démographique sans précédent. Il compte aujourd'hui près d'1,5 million d'habitants, selon les dernières estimations de l'ANSD. Pékin s'est beaucoup élargi et regroupe des localités telles que Yeumbeul, Keur Massar, Malika, Grand Mbao, Tivaouane Diacksao, entre autres. Première ville du Sénégal en termes de population, Pékin fait partie des 4 départements de la région de Dakar, subdivisés en 3 arrondissements, Dagoudane, Niayes et Thiaroye et 16 communes. Créée en 1952, Pékin se trouve en plein cœur de la zone des Niayes. Elle concentre une zone industrielle, la décharge de Mbeubeuss, entre autres. Bâtie sur une superficie de 95 km², on y retrouve des zones régulières et beaucoup de quartiers spontanés, occasionnant ainsi une occupation anarchique des lieux et une spéculation foncière. L'économie est marquée par un secteur informel dynamique, une industrie culturelle en pleine expansion. Beaucoup d'artistes revendiquent d'ailleurs leur pékinité, ce sentiment d'appartenance à Pékin, creusé de talent. Du point de vue infrastructure, Pékin a des lycées, 2 hôpitaux publics, 2 centres de santé et beaucoup de lieux de culte. Mais dans cette ville créée à la veille des indépendances, beaucoup de choses restent à faire pour restructurer et réaménager la 2e plus grande ville du Sénégal. Pékin donc qui accueille le Conseil des ministres décentralisé la semaine prochaine, le Conseil des ministres décentralisé à Dakar. Et puis demain, nous allons vous présenter 2 autres grandes communes, 2 autres grandes villes, Guédiawaye et Parcelles Assainies. Qui n'a pas une fois au moins été victime de ce trouble qui vous empêche de dormir ou le mal du siècle selon certains? Il est le plus souvent favorisé par l'abus dans la consommation de certaines substances. L'insomnie est par ailleurs un trouble qui peut cacher bien des problèmes de santé. Oumou Baldé nous en parle dans la rubrique santé de ce journal. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais souffert de troubles du sommeil. Il suffit de poser la question dans les rues de Dakar pour s'en rendre compte. Ça m'arrive des fois de me réveiller en pleine nuit et j'arrive plus à dormir. Et le lendemain, croyez-moi, ça va pas être la misère en fait. Ça va pas être facile. Je connais des gens qui sont affectés par, qui ont ce problème. Et quand je parle avec eux, d'habitude, ils me disent que vraiment ça les embête vraiment. Et ça doit vraiment être très frustrant. Donc maintenant, je ne sais pas à quoi ça peut être dû. Peut-être c'est des trucs biologiques ou le stress, parfois le stress provoque l'insomnie. Ça nous empêche un peu de réfléchir, quoi. L'on remarque que le trouble le plus fréquent est l'insomnie, qui constitue justement le plus grand motif de consultation. Un trouble qui peut avoir plusieurs facteurs favorisants, des plus légers aux plus profonds. Quand les gens sont plus ou moins anxieux, qui ont des difficultés de la vie de tous jours, qui traversent des périodes, qui peuvent avoir des difficultés pour dormir. Quand les gens ont dans certaines maladies aussi, on peut avoir des perturbations du sommeil. Quand on a une maladie cardiaque, on peut ne pas bien dormir. Quand on a des maladies respiratoires, on peut ne pas bien dormir. Et que même dans ces maladies respiratoires et cardiaques, quand on est très hypertendu, il y a ce que l'on appelle les apnées du sommeil. C'est-à-dire que les gens, ils ronflent. Pendant un moment donné, leur respiration semble s'arrêter pendant quelques secondes. Ils peuvent se réveiller en sursaut parce que durant cette période, leur cerveau n'est pas bien oxygéné. Et ils peuvent se rendormir soit facilement, soit beaucoup plus difficilement. Tout comme la diversité des facteurs à l'origine de l'insomnie, la prise en charge est aussi variée, puisque les troubles sont traités au cas par cas. À chaque fois qu'il y a des épisodes aigus, on peut prendre des médicaments, mais pour une durée très courte. Chez certains malades qui ont des troubles du sommeil qui persistent et qui résistent à tout traitement standard, comme on dit, il faut enregistrer leur sommeil avec un appareil où on enregistre l'activité du cerveau durant le sommeil, voir est-ce que les différentes phases se déroulent normalement. Bon, actuellement à Dakar, on est en train d'acquérir
le matériel nécessaire pour faire l'enregistrement en ce qu'on appelle les polysomnographies, qui peuvent être utilisées par les pneumologues, par les cardiologues, par les neurologues, et qui permettront d'avoir une idée exacte et d'orienter soit d'abord la recherche avec ce qui se passe ici et de la prise en charge de certains malades. Dans certains cas, il suffit de quelques conseils pour corriger les troubles qui occasionnent l'insomnie. Ce n'est pas compliqué. Si on vous dit qu'il faut dormir 8 heures par jour, si vous devez vous réveiller à 6 heures du matin, vous vous couchez à 22 heures. Beaucoup de produits naturels permettent aux individus à être détendus. Une fois qu'on est détendu, on suppose qu'on dort bien. Il y a des produits qui sont là, dont l'action est beaucoup plus douce. Ce qui peut aussi faciliter la prise en charge est de reconnaître la fréquence et les circonstances de survenue des troubles. L'utilisation raisonnable de certains appareils la nuit peut également y aider. La rubrique santé, c'est tous les mercredis. Le 4e contingent de police qui doit participer au processus de maintien de la paix au Mali a reçu son drapeau, cérémonie solennelle avant leur départ de Dakar. Fatima Tabanelba. Plus qu'un devoir, un honneur pour le chef d'escadron Abdou Mbeng, commandant de contingent et ses hommes. Ils devront veiller à la sécurité, à la stabilisation et au maintien de la paix au Mali. Une lourde tâche que ces 175 officiers et sous-officiers comptent bien remplir sous les couleurs de la MINUSMA. Où nous allons participer à la sécurisation des personnes et des biens, à la sécurisation des édifices publics, notamment ceux des Nations Unies, et éventuellement au maintien et au rétablissement de l'ordre au cas où il est tribu. C'est avec un moral très haut qu'on va y aller, conscient du danger qui nous attend, parce que si vous suivez l'actualité, il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'il y ait des événements au Mali. Nous en sommes conscients et nous mesurons la lourdeur de la tâche à sa juste valeur. Ces hommes seront basés à Bamako pour 1 an. Une formation rigoureuse leur a été dispensée au préalable. Le contingent a été regroupé depuis le 18 avril, 8 semaines durant. Nous avons acquis les connaissances techniques et tactiques nécessaires qui nous permettront de mener à bien cette mission qui nous a été confiée par les hautes autorités de ce pays. Cette formation comporte, je le rappelle, 2 grands volets obligatoires. D'abord, un tronc commun à tous les intervenants des opérations de maintien de la paix. Il a été ajouté, comme de coutume, un module d'entraînement militaire spécifique ainsi que de l'entraînement physique militaire. Vigilance, c'est le mot d'ordre du commandement, surtout au moment où le terrorisme est monté d'un cran dans la zone. Et à l'image de ce jeune plein d'entrain, ces hommes devront penser à l'avenir qui passe par la paix. Blaise Aoun Tiédé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du GIM UEMOA, le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, et le Sénégal qui reçoit le 5e salon monétique qui s'ouvre demain, le salon monétique régional sous le haut patronage du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi un tel événement ? Je voudrais d'abord vous remercier vraiment de l'occasion que vous m'offrez de parler de cet événement important. La 5e édition d'un salon que nous organisons chaque 2 ans. Et Dakar a été choisi pour plusieurs raisons. Vous aviez suivi le président de la République parler du plan Sénégal émergent et de la place de l'économie numérique dans le développement des services et également dans la croissance de nos économies. Il y a 1 à 3% de croissance à gagner grâce à l'économie numérique. Et le GIM UEMOA, qui a inscrit au rang de ses priorités le développement des systèmes et moyens de paiement, a trouvé que Dakar était la place la plus appropriée pour accueillir la 5e édition du salon sur le thème « Le mobile banking et le mobile money, vecteur de l'inclusion financière et de la bancarisation ». Il faut reconnaître que le monde a beaucoup évolué. Les technologies de l'information et de la communication prennent une place de plus en plus importante dans nos habitudes, dans nos sociétés. Et de ce point de vue, nous avions dans la stratégie de développement de notre activité, et du fait qu'aujourd'hui, chaque citoyen a un portable, un téléphone portable, de créer un cadre d'échange entre les acteurs, entre les banques, la communauté bancaire, les opérateurs de téléphonie mobile et tout acteur qui aujourd'hui opère
dans les moyens de paiement. Je voudrais vraiment saisir l'occasion pour remercier M. le gouverneur qui a bien voulu présider cette cérémonie et la communauté bancaire pour vraiment le soutien qu'ils apportent à ce chantier. Et aujourd'hui, utiliser le téléphone portable comme un canal d'inclusion financière, le GIM a développé un certain nombre d'outils, de solutions pour permettre aujourd'hui aux citoyens de pouvoir utiliser leur téléphone portable avec les partenaires dans le cadre de ce que nous appelons dans notre jargon l'interopérabilité. Et c'est pour ça que nous organisons ce salon demain, pour que l'ensemble des acteurs puissent échanger, pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Nous sommes dans un monde ouvert et il n'y a plus de frontières aujourd'hui entre la banque et la téléphonie mobile ou les opérateurs de télécom. Donc de ce point de vue, il était important que le GIM en tant qu'acteur régional sur ces questions d'interopérabilité, de compensation des opérations, puisse offrir un cadre pour qu'il y ait des échanges. Donc demain à 8h00 au King Fahd Palace, on aura l'ouverture du salon et il faut qu'on soit à l'heure puisque les questions de sécurité obligent pour voir les innovations, les technologies nouvelles pour que chacun puisse profiter. Et nous invitons tous les citoyens de Dakar à venir regarder ce que nous sommes capables d'offrir en termes d'innovation. Je rappelle que le siège du GIMUMOA se trouve bien à Dakar. Oui, vous me posez une question assez sensible. Oui, nous sommes à Dakar depuis 13 ans et aujourd'hui le GIM qui compte 110 banques, bientôt 117 banques si l'Assemblée de samedi valide les nouveaux entrants. Et ce qui est intéressant, c'est de dire qu'aujourd'hui le GIM essaie de réunir tous les acteurs, à la fois les banques, les acteurs non bancaires, pour que nous puissions réussir ensemble le défi de l'inclusion financière de la bancarisation. Aujourd'hui, avec votre téléphone portable, vous pouvez transférer de l'argent, vous pouvez payer votre facture d'électricité. Et nous pensons fondamentalement que les États doivent saisir l'opportunité aujourd'hui de s'appuyer sur l'outil fédérateur, l'outil d'intégration qui est le GIM, parce que c'est leur instrument pour pouvoir aujourd'hui régler les impôts, régler les taxes, et nous pensons que c'est l'occasion. Et je suis très heureux même que des autorités ont confirmé leur participation, des ministres qui vont venir demain, et je pense que c'est quelque chose à ne pas rater. Alors par rapport à la bancarisation, nous étions il y a quelques années à quelques 7%. Aujourd'hui, ce taux a-t-il évolué justement à travers les outils de l'information? Oui, ça a beaucoup évolué. C'est vrai qu'on a d'ailleurs une des thématiques de ce salon, c'est l'éducation financière. Il faut qu'aujourd'hui nous puissions mettre en place une stratégie de communication et de sensibilisation. Le taux de bancarisation aujourd'hui a plus que doublé. Bon, relativement, ça dépend des pays. Mais il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est surtout le taux d'inclusion financière. Qu'est-ce qu'on appelle taux de bancarisation? C'est ça la question de fond. Si aujourd'hui j'ai un compte dans une banque, il y a des opérations que vous avez l'habitude de faire classiquement. Mais avec le téléphone portable aujourd'hui, vous pouvez aussi faire des opérations, payer votre facture, etc. C'est adossé à un compte qui est régulé. Et ce taux d'inclusion financière aujourd'hui tourne autour de 45% à 49%. Donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'on prenne conscience que demain, tous les citoyens doivent laisser le cash à la banque et utiliser leurs moyens de paiement, que ce soit la carte, que ce soit le téléphone, que ce soit demain la biométrie. Nous sommes dans le monde de convergence digitale et le GIM a inscrit au rang de ses priorités le développement du mobile banking, mais dans notre positionnement, nous ne sommes pas une banque. Ce n'est pas nous qui émettons. Il y a des confusions souvent sur notre rôle. Le GIM n'est pas un émetteur de cartes. Nous sommes un intermédiaire entre les acteurs, entre les banques, pour faciliter l'usage des moyens de paiement, à la fois au niveau de la banque, mais en dehors de la banque. C'est pour ça qu'on a un groupement interbancaire. Et de ce point de vue, le GIM aujourd'hui a pu interconnecter, je dirais, 5500 points de service. Quand vous avez votre carte, par exemple, qu'il soit GIM ou Mastercard, vous pouvez aller l'utiliser au niveau de votre banque, mais également en dehors de votre banque. C'est parce que le GIM est là. Donc le GIM est cet organe. Et dans toute la sous-région. Et dans toute la sous-région, et même en dehors de la sous-région, en fonction des partenariats que nous avons avec nos partenaires. D'ailleurs, nous allons signer 2 accords demain. Le premier accord avec Union Pay International, vous savez, qui est le premier émetteur de cartes, et Mastercard. Et je voudrais vraiment, encore une fois, insister sur la nécessité que les États s'appuient sur le GIM pour réussir le défi d'inclusion financière, le défi de rendre les services publics les plus performants, des services de qualité, pour que demain les impôts, les taxes, la douane puissent être payés par des moyens de paiement. Et il y va de l'intérêt de nos pays, il y va de l'intérêt du développement de nos économies. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec les acteurs. Alors au-delà de l'ouverture officielle, quel est le contenu de ce salon ?
Bon, disons que l'ouverture officielle, comme je dis, demain à 8h, il faut que les gens soient sur place, puisqu'on est très, vous savez, nous, on est des financiers, des banquiers, on est très à l'heure. Et je sais que le gouverneur y tient beaucoup. Après, ça va durer jusqu'à 11h et il y a la visite des stands. Imaginez-vous que l'Afrique sait faire des choses intéressantes, puisqu'il y a 34 pays qui sont représentés, qui vont participer à ce salon-là. 34 pays venus de partout, des États-Unis, de la France, du Maroc, et j'en passe. Mais également, il y a 800 professionnels, 1500 visiteurs qui sont attendus. Et c'est un salon à ne jamais rater. Dans la mesure où, les étudiants, tout ça, peuvent apprendre, parce qu'il y a de nouveaux métiers. Et je sais que le président tient à faire de Dakar, et je dirais même du Sénégal, de Dakar un hub numérique. Et le GIM veut jouer un rôle dans ces stratégies-là. L'autre volet qui me paraît extrêmement important, le programme de modernisation de l'administration, le GIM veut apporter des solutions. Et les solutions sont là, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Et de ce point de vue, on a 2 jours pour montrer ce que le mobile banking peut apporter, comment on peut assurer la coopération entre les banques et les acteurs qui interviennent dans le domaine. Et puis, on va parler aussi d'une question qui est extrêmement importante, la sécurité. La sécurité, c'est un élément important. Vous savez très bien que le GIM est un peu le gendarme de la monétique, la lutte contre la cybercriminalité. Et nous, la sécurité ne se négocie pas chez nous. On a investi des milliards pour garantir la confiance à l'écosystème. Et de ce point de vue, nous pensons que demain, il y a des thématiques qui sont là. L'éducation financière, par exemple, est quelque chose que nous allons discuter demain. Et c'est sur 2 jours, c'est jeudi et vendredi. Et l'entrée est libre. Il n'y a rien à payer pour entrer. Donc, j'invite vraiment tous les citoyens de Dakar, surtout les étudiants, tous ceux qui sont en quête d'information, parce que la population jeune, c'est 40%. Et c'est ça qu'on vise demain. Il faut qu'on éduque ces populations-là. Ils peuvent venir visiter le salon à partir de demain, 8h00. C'est noté, M. Blaise Aoun Tiende, directeur général du groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, JIM-UEMOA, qui organise le 5e salon monétique régional qui s'ouvre demain. Restez avec nous dans l'actualité internationale. L'Union africaine juge inacceptable la reprise des combats au Soudan. En Grande-Bretagne, Theresa May prend la succession de David Cameron comme Premier ministre. Et puis, au Mali, le calme revient après les violents affrontements à Gao hier. Cher Traoré. La situation est redevenue calme à Gao au lendemain des violents affrontements qui ont fait 3 morts et 30 blessés hier. La tension est retombée malgré la présence ce matin d'une centaine de jeunes devant le gouvernorat de cette ville du Nord Mali. Les jeunes manifestaient contre l'installation des autorités intérimaires et leur participation au programme désarmement, démobilisation et réintégration dans l'armée malienne. Ils réclament maintenant le départ du chef de la police et du gouverneur de Gao qui, selon eux, ont donné l'ordre de tirer sur la foule, ce que les mises en cause démentent. Le gouvernement malien a annoncé l'ouverture d'une enquête. La situation au Sud-Soudan est inquiétante après l'ONU. L'Union africaine dit sa préoccupation à 4 jours de l'ouverture du sommet de l'Union africaine à Kigali. Nkosazana Dlamini-Zuma est montée au créneau. La présidente de la commission de l'UA dénonce les violents combats qui ont éclaté vendredi à Juba, des affrontements qui ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés. Ce qui se passe au Soudan du Sud est totalement inacceptable, a-t-elle dit, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union africaine. En Grande-Bretagne, Theresa May prend ses fonctions de Premier ministre ce mercredi. La nouvelle dirigeante du Parti conservateur prend les clés du 10 Downing Street et de la succession de David Cameron, démissionnaire après le Brexit. Dans la matinée, il s'est rendu au Parlement pour sa dernière séance hebdomadaire de questions au Premier ministre. David Cameron s'est aussi rendu au palais de Buckingham pour présenter officiellement sa démission à la reine Elisabeth II et recommander Theresa May pour le remplacer comme le veut la tradition anglaise. Au pays de l'oncle Sam, le président des États-Unis cherche à apaiser les tensions raciales qui secouent les États-Unis. Il s'est rendu au Texas où des policiers blancs ont été abattus par un réserviste noir. Cet acte faisait suite à une bavure policière, une de plus, qui avait conduit à la mort d'un jeune Afro-Américain. L'Amérique, qui compte près de 14% de population noire, n'a pas définitivement réglé la question cruciale de ce groupe ethnique relativement déshérité. Bavure policière, colère noire et tension raciale aux États-Unis. C'est une chronique signée Oumar Diawa. En foulant le tarmac de Dallas-Fort Worth, Barack Obama ne pouvait pas ne pas avoir à l'esprit ce funeste 22 novembre 1963. L'image d'un président affalé sur la banquette arrière de sa limousine au bras d'une First Lady éplorée a fait le tour du monde.
Cette violence qui a plus d'une fois frappé le sommet de l'État, se rappeler la tragédie de Lincoln, est latente pour ne pas dire permanente dans un pays où le port d'armes est reconnu par la Constitution. Pourtant, on n'est plus à l'ère des pionniers de l'héroïque époque du Go West, la mythique conquête du Far West. Obama lui-même a maintes fois tenté de réglementer l'usage des armes. À chaque fois, il a essuyé un revers face au camp rival et à la pression des lobbies malgré les folles tueries sur les campus ou d'autres lieux publics. Le premier président black des USA, né sous la ségrégation, mesure à quel point le sentiment d'appartenance communautaire est une réalité. La frustration des Afro-Américains plonge ses racines dans l'histoire tourmentée et se prolonge dans le présent des héritages lourds et des tensions raciales non apaisées. Ces dernières années, les bavures policières se sont multipliées et souvent elles sont le fait d'agents blancs. Les verdicts rendus, qui les blanchissent un peu plus, provoquent la colère noire des Noirs dont certains cherchent à se faire justice en solo. L'ancien soldat qui a risqué sa vie pour l'Amérique aux confins de l'Afghanistan se trompe sûrement de champ de bataille et de cible, mais son acte désespéré doit faire réfléchir. In fact, la question noire n'est pas totalement résolue aux USA. Ce grand pays est aussi le leur et ils ont contribué plus que tous à le bâtir par la sueur, les larmes, les chants et le sang. Oumar Diaw, conférence de presse de l'équipe nationale masculine de basket après la non-qualification au JO de Rio. Durant justement ce tournoi de Mani, l'entraîneur Porfirio Fisac s'est dit rassuré par rapport au rendez-vous futur dans l'Afrobasket 2017. Le technicien espagnol s'engage à poursuivre l'aventure même si ce n'est pas encore confirmé par rencontre. Après la conférence de presse, les Lions ont rendu visite à la pouponnière des sœurs franciscaines de la Médina. Célina Lundigo. Doigt vers le ciel comme pour le faire témoigner d'une motivation inébranlable. C'est la foi d'une équipe qui a joué sa chance jusqu'au bout, qui n'a eu qu'une gorgée du calice quand pratiquement tout le monde la voyait le boire jusqu'à la lit. Au Tekio de Mani, les Lions ont rugi et n'ont pas à rougir d'une non-qualification aux accents de renaissance. Let's go. Notre but c'était de gagner au moins un match et de se qualifier aux demi-finales. On avait deux chances contre le Canada dans les derniers instants du match et contre la Turquie. Malheureusement, ça ne nous a pas souri. Mais maintenant, on peut prendre le positif sur ce tournoi et essayer de préparer l'avenir. De bon augure alors pour la suite. Néanmoins question, l'aventure se poursuivra-t-elle avec Porfirio Fisac? L'accord entre la FSB et le technicien espagnol est pour l'heure tacite, soumis à la précarité des piges. Dans le domaine du basket, il est difficile d'avoir des contrats sur toute l'année. On a l'habitude d'avoir des piges. Je pense qu'on trouvera un accord pour les futures compétitions. Je pense qu'il est conscient de ça, il y a ce contrat moral-là, il est conscient de ça. Maintenant, pour ces indemnités, donc voilà, on a fait de contrat par pige, étape par étape. Étape par étape pour décrocher pourquoi pas l'Afrobasket 2017 et mettre fin à 20 ans de disette. Une performance qui resterait dans les annales, tout comme le sera sans doute dans les mémoires des Lions, cette visite à la pouponnière des sœurs franciscaines. Un don en espèces a été remis à l'orphelinat de la Médina. Et le montant, moi-même, je ne sais pas. L'enveloppe était fermée, chacun a mis des euros, des dollars, du CFA, tout est là-dedans. Personne ne peut dire aujourd'hui ici c'est combien. Mes équipes sont gérées dans une rigueur totale. J'aime que tout le monde respecte les règles établies. Tout retardataire ou celui qui oublie quelque chose paye une amende. Maintenant, j'ai décidé que l'argent issu de ces amendes serve aux nécessiteux. D'autant que nous avons de la chance d'avoir un bon niveau de vie dans le sport de haut niveau. Les Lions entendent ainsi être des champions du donneur à retour, grand cœur, grande taille. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que se referme cette édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le journal édition de 20h, voici les titres. Concertation autour de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. L'État et le secteur privé font le point sur les projets publics, l'implication du patronat sénégalais et les mesures à prendre pour accélérer le processus. Tout sur la rencontre qui s'est tenue ce matin dans cette édition. Et puis, Dakar est à l'honneur. Le Conseil des ministres décentralisé se tient la semaine prochaine dans la capitale sénégalaise. Un rendez-vous spécial pour la région avec ses 4 grands départements, Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Pikine, ou l'une des villes les plus bouillonnantes avec ses 1 500 000 habitants sur 95 km². Nous entamons ce soir une série de reportages sur la région qui accueille le quart de la population sénégalaise. Insomnie quand tu nous empêches de dormir, que faire? Plusieurs attitudes sont recommandées par les spécialistes, mais attention à l'automédication face à ce trouble qui peut cacher bien des problèmes de santé et des problèmes beaucoup plus sérieux. L'insomnie à la loupe ce soir dans la rubrique santé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec le communiqué du Conseil des ministres, lecture avec Oumar Diawa. Le Conseil des ministres est réuni le mercredi 13 juillet 2016 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations et ses vœux de bonheur à la Oumma islamique, en particulier à la communauté musulmane du Sénégal, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Il a formulé à cette occasion ses prières ferventes pour la consolidation de la concorde nationale, de la paix pour un Sénégal prospère et émergent. Évoquant les performances économiques réalisées par notre pays, le chef de l'État a mis en évidence, en s'en félicitant, les projections qui placent le Sénégal au 3e rang des pays d'Afrique qui auront les croissances les plus fortes au cours des 2 prochaines années et 10e au rang mondial. Il a également félicité le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, le ministre de l'économie, des finances et du plan et le ministre du budget en particulier. Il les a en outre exhortés à travailler davantage pour maintenir le cap sur ces bonnes performances économiques. Abordant le renforcement des actions de prévention et de lutte contre la drogue, le président de la République, tout en magnifiant le travail remarquable réalisé par les forces de défense et de sécurité, demande au gouvernement, au-delà de la répression exemplaire du trafic et de l'usage des stupéfiants, de développer une campagne de communication ciblée sur les jeunes et de réviser le cadre juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la drogue en vue d'une meilleure coordination des actions des acteurs publics et communautaires impliqués. En outre, le chef de l'État invite le gouvernement à renforcer les ressources humaines logistiques sous son autorité. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi 98/12 du 2 mars 1998 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. El Hadj Seck Ndiaye Wade, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées DES, en méthode quantitative et modélisation pour l'entreprise, matricule de solde 618 871 K, est nommé président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier autonome du Sénégal, FERA, en remplacement de M. Diatourou Ndiaye. M. Cheikh Oumar Gaye, économiste des transports, est nommé directeur des transports routiers au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, en placement de M. El Hadj Seck Ndiaye Wade, appelé à d'autres fonctions. Docteur El Hadj Maguette Seck, médecin titulaire d'un DES en gestion des services de santé, matricule de solde 609 547 G, précédemment coordonnateur de la cellule de passation des marchés publics au ministère de la Santé et de l'Action sociale, est nommé directeur du Centre national hospitalier Abbas Ndao, en remplacement de M. Issa Savaré, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Daouda Ndiaye, ingénieur des travaux publics, titulaire d'un diplôme d'ingénieur de conception en génie civil de l'École polytechnique de Thiès, matricule de solde 507 378 H, précédemment expert en génie civil du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, est nommé directeur des constructions scolaires du ministère de l'Éducation nationale,
en remplacement de M. Ousmane Diop, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. C'est signé Abdoulatif Koulibaly, secrétaire général du gouvernement, assurant l'intérim du ministre, porte-parole du gouvernement. Et donc là, mesdames et messieurs, la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Dans ce journal, nous recevons comme invité le directeur général de JIM-UEMOA, M. Blaise Aoun-Tiédé, qui va venir nous parler du salon monétique régional qui s'ouvre demain à Dakar. Nous le retrouverons au cours de cette édition. Concertation État-secteur privé sur la politique économique et sociale du Sénégal. La rencontre a réuni le patronat et le ministère de l'économie et des finances, faire le point sur la mise en œuvre des projets publics, l'implication du privé dans le PSE et les mesures susceptibles d'accélérer le processus. Fanta Badji. Un diagnostic des plus exhaustifs de la contribution du secteur privé dans l'économie nationale. Les services du ministère de l'économie et solutions pour le développement économique et les structures privées ont un rôle à jouer. Pour vous accompagner, vous investisseurs, vous, acteurs économiques, pour que nous ayons des entreprises fortes. Des entreprises bien portantes nécessitent un suivi et un soutien sans faille. Avec cette troisième phase, 112 millions de francs CFA sont investis sous forme de primes. À ce rythme, il n'est pas exclu que l'objectif de 75 entreprises pour les 2 prochaines années puisse être largement atteint. Au plan de l'économie locale, l'économie régionale, je pense que l'impact en termes de résultats quantitatifs et qualitatifs sera aussi au rendez-vous. Pour les bénéficiaires, cet apport ne peut être que bénéfique. On était déjà en train de s'autofinancer et comme programme tel le bureau de mise à niveau viennent comme ça en appoint, ça ne fait qu'en plus quoi. Et donc ça ne fait qu'accélérer les investissements. Et c'est là l'objectif du programme de mise à niveau. Ici en Casamance, une forte adhésion des opérateurs économiques est notée. Ils sont conscients de l'importance de l'accompagnement du bureau de mise à niveau pour le développement des entreprises de la région. Elle attend de tous ses voeux la mise en branle du plan de relance. Aux arrêts depuis plusieurs mois, la Suneor de Ziguinchor espère retrouver sa place dans l'économie de la dite région. C'est l'usine qui fait travailler le plus de monde à Ziguinchor et la visite du directeur général de la Société nationale donne des gages. Salut Sek. L'usine Suneor se dresse majestueusement au cœur de la ville de Ziguinchor, au quartier Escale. Depuis quelque temps, ce fleuron de l'industrie sénégalaise est en arrêt et pourtant, il joue un rôle important pour le développement économique de la région. Tout le monde est unanime pour dire que une Suneor en pleine activité, comme on l'a connu du temps de Sonacos, c'est quand même un outil qui est important pour l'activité économique et sociale de la Casamance. Relancer les activités de cette infrastructure devient dès lors une nécessité. C'est dans cette dynamique que le directeur général est venu annoncer un plan de relance et de modernisation de la Suneor. Un plan déjà ficelé dans un document transmis au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour validation. Dans ce document, donc, nous avons traité des sujets de restructuration et de relance de Suneor. Si ce document est appliqué, d'ici 2 ans, 3 ans, on aura une Suneor au standard de Sonacos que vous avez connu et, comme vous l'avez dit, qui était le poumon économique de la région naturelle de Casamance. Le manque de matières premières est aussi un des aspects des difficultés que sont confrontées les unités industrielles de la Suneor. Une problématique que la nouvelle direction s'engage. Les finances et les industriels et entrepreneurs sénégalais partagent les mêmes préoccupations. Il faut un climat de confiance entre l'État et le privé national pour l'exécution des politiques publiques. Le Sénégal compte beaucoup sur son secteur privé pour atteindre les objectifs du plan Sénégal émergent. Dès la phase d'élaboration de cette stratégie, le secteur privé a été très actif et continue à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des projets structurants. L'entreprise plaide pour un État plus entreprenant pour son secteur privé, un État offrant davantage de prestations de qualité à de meilleurs coûts, un État innovant
plus et travaillant mieux en symbiose avec son secteur privé, aussi bien dans l'urgence que dans la prospective. Présence des entreprises sénégalaises dans les marchés nationaux, les entreprises en difficulté, les mesures fiscales, bref, tous les facteurs qui plombent actuellement la compétitivité du privé sénégalais ont été soulevés. Le ministre a rappelé la situation économique actuelle du pays qui serait des plus encourageantes. Amadou Ba est largement revenu sur les réformes engagées par le gouvernement pour lever les contraintes à la croissance que le secteur privé national devrait être amené à porter. Des mesures prises visant à la restructuration des entreprises en difficulté, l'assainissement de l'environnement des affaires, l'accompagnement de l'entrepreneuriat à travers notamment la mise en place de structures telles que le FONSIS, le FONGIP et la BNDE. Nous avons mis en place un groupe de travail pour le suivi des organismes publics et privés en difficulté, afin d'identifier leurs contraintes et de proposer des mesures correctrices. Cette concertation initiée par le chef de l'État se veut pérenne. Le cadre sera un espace de dialogue permanent entre gouvernement et secteur privé pour garantir l'atteinte des objectifs de croissance économique. Nous parlons de la troisième phase du programme de mise à niveau dans la région de Ziguinchor. 112 millions ont été répartis entre 8 entreprises. Depuis le début du processus, ce sont plus d'1 milliard de francs CFA qui ont été octroyés aux PME-PMI de la Casamance. Kaltom Gueye. Ces 8 entreprises reçoivent le soutien du bureau de mise à niveau. La structure accompagne les PME et PMI qui ont un potentiel. Cette cérémonie marque la troisième phase des financements ici en Casamance et le travail déjà accompli est remarquable. 25 entreprises qui ont été accompagnées, plus d'1 milliard d'investissements qui vont être réalisés, 200 à 250 emplois qui vont être créés, 400 à 450 millions de primes qui vont être octroyées, et c'est déjà une bonne réussite. Avec cet instrument de relance et d'essor des activités économiques, les entreprises locales vont aussi contribuer à leur façon au retour de la paix en Casamance. À travers ces primes, l'État récompense donc l'effort d'investissement de l'entreprise. Une sécurité financière, des structures sanitaires spécialisées dans le traitement des toxicomanes, ainsi que la prise en charge des malades mentaux qui doivent disposer d'un suivi médical et social approprié. Dans cette dynamique, le président de la République indique au gouvernement l'impératif d'adopter fin septembre 2016 un plan national de lutte contre la drogue qui est un axe prioritaire de notre stratégie de sécurité intérieure. Abordant par ailleurs la place primordiale des activités de vacances dans la vie sociale, le chef de l'État demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires en relation avec, d'une part, l'organisme national de coordination des activités de vacances ONCAV, en vue d'assurer sur l'ensemble du territoire national un déroulement normal de toutes les compétitions et prestations prévues lors de la saison navétane 2016 et d'autre part le Conseil national de la jeunesse CNJ. À ce titre, le président de la République invite le Premier ministre à veiller à la bonne mise en œuvre du programme national des vacances républicaines 2016 en accordant une attention particulière au plaidoyer pour une culture de non-violence dans les stades et aires de jeu, ainsi qu'au raffermissement du sens civique et patriotique autour des actions communautaires et citoyennes. Il lui demande également de veiller à la réhabilitation des collectivités éducatives afin de permettre aux jeunes Sénégalais de renforcer leur formation civique et de découvrir davantage leur pays, notamment ses sites culturels et touristiques. Poursuivant sa communication autour de la promotion du tourisme intérieur, et en vue d'asseoir la relance du secteur, le chef de l'État invite le gouvernement, en rapport avec les acteurs concernés, à mettre en œuvre un programme spécial de promotion de l'accès de la clientèle nationale aux infrastructures hôtelières et touristiques à travers des tarifs incitatifs. Concluant sur ce point, le chef de l'État invite le Premier ministre à finaliser dans les meilleurs délais le processus de préparation du prochain Conseil présidentiel sur le tourisme. Le président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et le suivi de la coopération en informant le Conseil de sa participation du 16 au 18 juillet 2016 à Kigali au Rwanda au comité d'orientation du NEPAD et au 27e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il a également fait part au Conseil qu'il présidera prochainement la cérémonie officielle de remise du drapeau national à la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques de Rio 2016.
Le Premier ministre a également axé sa communication autour des performances économiques du pays, récemment mises en évidence dans une publication du Fonds monétaire international World Outlook d'avril 2016, avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte de l'état de préparation de la campagne agricole 2016-2017. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a rendu compte au Conseil du déroulement de l'opération de retrait des enfants de la rue